Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Vous avez en quelques mots présenté, bien cadré le sujet, en effet, puisqu'il faut systématiquement relier la question de l'euro et la question de l'Union européenne. Il faut sortir des deux. Il faut sortir de l'euro, il faut sortir de l'Union européenne et il faut en sortir de manière unilatérale. De manière unilatérale, cela signifie qu'un seul pays le maximum de pays doivent sortir, évidemment, pour se libérer, mais le processus ne peut se faire qu'individuellement. Il n'y a pas de réalité politique aujourd'hui qui permette d'envisager de façon crédible une alliance avec 2, 3, 4 pays qui seraient d'accord, des gouvernements qui seraient d'accord pour sortir de l'euro. Il n'y a pas de réalité politique à cette idée. Et donc, ça ne peut se faire que de manière unilatérale, c'est-à-dire une décision souveraine des États qui décident que ça suffit et qu'il faut retrouver sa liberté. Il n'y a pas non plus d'issue par la transformation de l'Union européenne de l'intérieur, la rendre vertueuse, parce qu'il faudrait convaincre l'unanimité, la totalité des pays membres pour qu'ils acceptent de modifier soit la politique de la Banque centrale européenne, soit qu'ils remettent en cause un certain nombre de directives. Bref, tout ça, ce sont des illusions. On ne peut pas transformer l'Union européenne de l'intérieur. Et tous ceux qui préconisent cette solution entraînent la population dans une impasse. Il n'y a donc qu'une seule façon de sortir, c'est à la suite soit d'élections, soit de mouvements populaires qui permettent, dans tel ou tel pays, de créer un rapport de force qui permettra de sortir. Donc de façon unilatérale. Et certainement pas à partir de l'article 50 du traité de Lisbonne. L'article 50 du traité de Lisbonne est un article qui prévoit la possibilité de sortir de l'Union européenne par un processus de négociation. C'est-à-dire que la sortie se fait par négociation. Une négociation d'ailleurs qui peut durer 2 ans. Autant dire que cet article 50 n'est que de l'encre sur du papier. Il ne sert cet article qu'à créer l'illusion qu'il y a un moyen juridique pour sortir de l'Union européenne. Mais c'est la meilleure façon d'embourber le débat, d'embourber les mobilisations populaires et d'enfermer les questions dans un juridisme auquel plus personne ne comprendra rien assez vite. Il faut faire comme De Gaulle. De Gaulle, vous le savez, a mené pendant une période ce que l'on a appelé la politique de la chaise vide. Il s'agissait, dans les années 60, de modifier, les oligarques européens voulaient modifier les procédures de vote. Ils voulaient passer d'un vote à l'unanimité à un vote à la majorité. Évidemment, dans une structure internationale, le vote à la majorité n'est pas acceptable. Tout simplement parce que le pays minoritaire se voit imposer des décisions avec lesquelles il n'est pas d'accord. Et c'est une remise en cause de sa souveraineté. Et De Gaulle avait parfaitement raison de demander le maintien du vote à l'unanimité. Évidemment, le vote à l'unanimité oblige un rythme assez lent de progression, puisque tout le monde doit être d'accord. Mais c'est la condition pour respecter la souveraineté des nations. Et donc, De Gaulle a décidé de retirer la présence française de toutes les instances de ce qui s'appelait à l'époque la Communauté économique européenne. Donc, il faut sortir de manière unilatérale, de manière brutale, en créant un état de fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout mettre le doigt dans le juridisme, avoir des illusions
sur la capacité du système de l'Union européenne à respecter sa parole. On vient de vivre l'expérience grecque. On a vu quelle était la capacité de négociation des oligarques européens avec les Grecs. Aucune. Et donc si on croit qu'il est possible de négocier la sortie de l'euro de l'Union européenne avec les oligarques européens, on se trompe et on trompe la population. Il faut créer une situation de fait par le rapport de force. C'est comme cela que l'on doit sortir, de notre point de vue, de l'Union européenne et de l'euro. J'ajoute un dernier argument, c'est qu'on ne peut pas d'un côté critiquer le système du traité de Lisbonne et d'un autre côté l'invoquer pour engager un processus de sortie. Ça ne tient pas debout. Donc, voilà le cadre dans lequel nous considérons qu'il faut évoluer. Alors pourquoi ? Quel est le problème avec l'Union européenne, avec ce que l'on appelle la construction européenne ? Bien, le problème, c'est que précisément, cette construction européenne est une déconstruction des nations, est une déconstruction de la souveraineté des nations, est une déconstruction des systèmes de protection sociale mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un système de déconstruction de la démocratie. C'est ça la nature de l'Union européenne. Et je crois que l'effort principal doit porter sur une bonne compréhension de la nature exacte de l'Union européenne. Il faut bien comprendre à quoi nous avons affaire. Nous avons affaire à un système tyrannique dont le seul objet est de détruire l'indépendance et la souveraineté des États membres. Telle est la véritable nature de l'Union européenne. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi un tel objectif ? Quel est l'intérêt d'avoir cet objectif ? Pourquoi mettre en place un tel système ? Eh bien, ce système, il faut remonter et donc faire peut-être un petit historique assez rapide pour revenir en 2 mots aux origines. La construction européenne, ce qui est appelé comme cela, va prendre naissance en réalité dans l'Atlantique, quelque part dans l'Atlantique, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là que l'Union européenne prend véritablement naissance. Et elle prend naissance dans les esprits de certains intellectuels conservateurs américains. C'est eux qui vont théoriser, en réalité, la construction européenne. À aucun moment dans le processus de construction européenne, il n'y aura eu une véritable volonté d'un certain nombre d'Européens, des élites européennes, disons, pour construire une Union européenne indépendante. Ça n'existe pas. Tous les pères fondateurs, par exemple, de l'Union européenne, de Jasperi et les autres, Jean Monnet, Schuman, ce sont soit des collaborateurs du régime de Vichy, soit des agents américains. Et on peut le dire directement, Jean Monnet était un agent américain. Il travaillait pour les Américains. Ça ne fait les pièces, les preuves, les archives sont là aujourd'hui pour le prouver. Un agent pas au sens de James Bond, un agent d'influence. Jean Monnet, pendant la Seconde Guerre mondiale, était près de De Gaulle à Londres. Il a passé son temps à entraver l'action de résistance de De Gaulle. Ce sont des personnages sulfureux qui ont finalement influencé la construction européenne. Mais sur le plan géopolitique, pourquoi l'idée de la construction européenne est-elle née aux États-Unis et pas en Europe ? Elle est née aux États-Unis parce que quand la guerre se retourne après Stalingrad, les Américains, comme on le voit aujourd'hui un peu en Syrie, les Américains espéraient que les Russes et les nazis, que les Soviétiques et les nazis allaient s'autodétruire pour ensuite
hop, ramasser la mise. C'était leur objectif. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ils ont laissé les soviétiques face aux nazis sur le front de l'Est en refusant d'ouvrir le second front. Le second front, c'était le débarquement qui devait se faire sur les côtes françaises de l'Ouest. Les Américains ont tardé. Ils attendaient que les nazis affaiblissent encore plus les soviétiques. Et donc, quand à Stalingrad la guerre bascule et que tout le monde comprend que les nazis sont finis et que ce sont les soviétiques qui vont gagner la partie, ben, les Américains, les dirigeants américains réfléchissent à la manière d'endiguer ce qui se prépare, c'est-à-dire l'avancée des troupes soviétiques vers l'Europe de l'Ouest. Et finalement, les Américains vont accélérer les opérations pour tenter d'arriver les premiers à Berlin. C'était la course-poursuite pour arriver les premiers, pour éviter que les Soviétiques gagnent en territoire. Et donc, pour des raisons géopolitiques, les dirigeants américains ont eu besoin que l'Europe de l'Ouest se regroupe. Et que l'Europe de l'Ouest se regroupe pour mener la guerre froide. C'est-à-dire que l'Union européenne, contrairement au mythe de l'Europe de la paix, l'Union européenne est née de la guerre froide, est un instrument de la guerre froide. Elle a été conçue par les dirigeants américains pour organiser le rassemblement des pays de l'Europe de l'Ouest afin de bloquer les avancées soviétiques. Et quoi qu'on pense des soviétiques, hein, le débat n'est pas là. Et de permettre, en redéveloppant l'activité économique de l'Europe de l'Ouest, en permettant que l'Europe de l'Ouest se dote d'une production militaire pour venir en support à la production militaire américaine qui ne suffisait plus à l'époque. Le plan Marshall, c'est ça. Beaucoup de gens croient que le plan Marshall résulte de la bonté et de la bienveillance des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. C'est une illusion. Le plan Marshall a pour objectif de redévelopper l'économie européenne pour la doter d'une industrie de l'armement permettant d'ajouter des moyens aux moyens américains face aux troupes soviétiques et d'acheter, par le redéveloppement économique, d'acheter la production américaine qui était en train, l'appareil productif était en train de se convertir, et c'était l'industrie de guerre, et après la guerre, il fallait que l'industrie américaine se convertisse en industrie civile, c'est logique. Mais il fallait écouler la production américaine, il fallait donc des marchés, et les prêts du plan Marshall accordés aux pays de l'Union européenne avaient déjà des conditionnalités comme les plans d'ajustement structurel que l'on va observer ensuite dans les années 60-70 et aujourd'hui. Les conditionnalités, c'était évidemment que les prêts accordés aux pays de l'Ouest européen devaient être groupés. C'est-à-dire que les Américains ont exigé que les pays de l'Europe de l'Ouest se regroupent pour se coordonner afin de demander des prêts collectifs. Et c'est ça le début de l'Union européenne. Hein, c'est ça le début, à la demande des Américains, pour regrouper les demandes de prêts du plan Marshall. Et les crédits Marshall devaient servir à acheter une certaine proportion de la production américaine. Bon, donc il y a ce premier objectif. Mais cet objectif géopolitique va rencontrer l'adhésion d'un certain nombre d'Européens. Même si les élites européennes ne sont pas à l'initiative, un certain nombre de responsables européens, de forces de l'Europe de l'Ouest, vont être intéressés par le système. Quelles sont ces forces ? Eh bien, ce sont des forces assez variées. On va observer des forces de droite qui sont en recomposition. La droite, dans des pays comme la France ou l'Italie, a été détruite
par la résistance, puisque globalement les partis de droite ont basculé dans la collaboration avec les nazis. Donc il faut un petit peu de temps pour que la droite se refasse une santé. Et donc c'est un moyen, le soutien à l'Europe est un moyen de se refaire une santé. Le courant de la démocratie chrétienne qui va jouer un rôle décisif parce que, en fait, politiquement, tous les pères fondateurs sont des démocrates chrétiens. Et d'ailleurs, quand on parle des valeurs de l'Union européenne, on voit très clairement que les valeurs sont les valeurs de la classe dirigeante. C'est le capitalisme, c'est l'européisme, c'est le christianisme, parce qu'il faut jeter un petit peu il faut vaporiser de l'eau bénite sur tout cela pour donner un semblant de morale et d'éthique. C'est ces valeurs qui sont les valeurs des classes dirigeantes. Et donc, on retrouve les partis de droite, les chrétiens démocrates, et on retrouve les socialistes. Les socialistes sous leurs appellations variées. Les socialistes ont 3 appellations, socialistes, travaillistes ou social-démocrates. C'est la même famille politique qui va soutenir le processus de construction européenne. Pourquoi ? Parce que les socialistes, eux aussi, ont été particulièrement discrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont besoin de se refaire une virginité. Ils ont d'ailleurs, pour la plupart, la majorité des députés socialistes ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Ils ont beaucoup à se faire pardonner. Et donc, la construction européenne va être quelque chose qui les intéresse pour des raisons tactiques, notamment pour entraver, endiguer la progression des communistes. Parce que dans des pays comme l'Italie et la France, à l'époque, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a des ministres communistes en Belgique, au Luxembourg, en Italie, en France et encore dans quelques autres pays. Et particulièrement dans des pays comme la France et l'Italie, le poids du Parti communiste est très fort. Il faut donc, et les communistes sont opposés à cette forme de construction européenne. Donc il faut se démarquer des communistes, essayer de créer les conditions d'une résistance à la progression, à la menace communiste interne et externe. La menace interne, c'est le communisme français et le communisme italien, et la menace externe, c'est le communisme soviétique. Et donc, ils vont participer à la construction européenne dès le début pour ces raisons-là. Alors, ensuite, les raisons théoriques, enfin la théorisation, si l'on peut dire, qui va s'opérer, va reposer sur 2 idées qui sont toujours aujourd'hui dans le débat, dont on n'arrive pas à se dépêtrer. La première idée, c'est une explication des raisons de la Seconde Guerre mondiale. On explique la nécessité de l'Union européenne par les raisons qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont ces raisons présentées par ces idéologues ? Les raisons seraient que la guerre aurait été provoquée par l'égoïsme des nations. C'est l'égoïsme des nations européennes qui aurait conduit à la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une explication totalement farfelue de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a été provoquée d'abord par la misère économique et sociale qui a résulté de la crise économique de 1929 qui est née aux États-Unis et qui s'est étendue ensuite à travers toute l'Europe, qui a provoqué chômage, misère. Et sur ce terreau de misère s'est ajouté les conséquences du traité de Versailles de 1918, parce que les conditions qui ont été mises par les Alliés aux Allemands d'effet lors de la Première Guerre mondiale, les réparations qui leur sont demandées,
réparations qui sont excessives, qui sont humiliantes. Et en fait, et notamment les Français comme Clémenceau, ont voulu humilier les Allemands. Mais quand on humilie un peuple, le peuple s'en rappelle toujours. Et donc l'humiliation faite aux Allemands, bien sûr ils devaient payer, bien sûr il fallait qu'il y ait des réparations, bien entendu. Mais à l'époque, quelqu'un comme Keynes, par exemple, avait alerté. Il avait dit attention, avec ce que l'on met sur le dos des Allemands, on va créer les conditions de la revanche allemande. Et c'est ce qui s'est passé. Et en Allemagne, se sont ajoutés deux phénomènes, se sont cumulés deux phénomènes. Le phénomène de la crise issue des États-Unis et le phénomène particulier, le surappauvrissement provoqué par les réparations. La surinflation, l'hyperinflation allemande, etc. Et la naissance du nazisme et du fascisme en Italie. Et la raison de la guerre, elle est là. Et c'est bien parce que sur ce terreau provoqué par les Occidentaux sont nées des idéologies comme le nazisme, le national-socialisme et le fascisme, que je distingue, qui sont différents, ce n'est pas la même chose, eh bien, les causes de la guerre, elles sont là. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme des nations. Mais cette explication des causes de la guerre par l'égoïsme des nations va avoir une utilité que l'on constate encore tous les jours, qui justifie la limitation de la souveraineté des nations. C'est bien parce qu'il y a cette explication erronée des causes de la Seconde Guerre mondiale que les oligarques européens justifient la nécessité de limiter la souveraineté des nations. Parce que pour eux, si les nations sont souveraines, elles vont faire preuve d'égoïsme, elles vont faire du nationalisme, et il y aura des risques de guerre. Voilà une première explication qu'il faut combattre parce qu'elle est totalement erronée, c'est une fabrication idéologique. Et puis, il y a une deuxième raison à la construction européenne, au type de construction européenne que nous connaissons, c'est le parallèle qui est fait par ces intellectuels conservateurs américains entre le soviétisme et le fascisme et le nazisme. Dans les deux cas, ils observent que l'État a pris un poids particulier dans la société. Et ils considèrent que le marché est entravé, que le libre jeu du marché est entravé. Et que finalement ces deux formes qui sont différentes se rejoignent dans ce que certains vont appeler le totalitarisme, une notion parfaitement creuse, mais qui permet de justifier un deuxième trait majeur de l'idéologie européenne, qui est la destruction des États, l'affaiblissement des États. Parce que si on laisse les États tels quels, il y a risque de totalitarisme. Il faut donc développer des politiques qui affaiblissent la souveraineté des nations et qui affaiblissent les États, sans pour autant, d'ailleurs, reconstruire à l'échelle de l'Union européenne un État européen. Vous observerez qu'il n'y a pas substitution, c'est-à-dire l'affaiblissement de l'État et de ses prérogatives, de son périmètre dans les différents pays de l'Union européenne ne conduit pas au déplacement de ses prérogatives à l'échelle européenne. Il n'y a rien, c'est le vide. Ce qui explique d'ailleurs, c'est une des explications de la crise actuelle. Mais quand on fait ça, quand on a pour obsession d'affaiblir la souveraineté des nations, quand on veut affaiblir les États, eh bien, on aboutit à une situation qui est celle de la fin de la politique. C'est la fin de la politique, c'est ça qui est tout à fait décisif à comprendre. Ce système est un système dans lequel il n'y a plus de politique. Qu'est-ce que ça veut dire, cette remarque? Qu'est-ce que c'est que la politique?
La politique, dans la définition que j'utilise, c'est la possibilité qui est offerte au peuple de s'exprimer, notamment par les élections, et d'avoir, grâce aux élections, d'avoir une place dans les institutions qui vont permettre que les souhaits, les objectifs, les programmes portés par les partis qui représentent le peuple, les intérêts du peuple, soient pris en compte, c'est-à-dire la capacité du peuple de prendre en main les institutions pour mener des politiques favorables aux intérêts du peuple. C'est ça la politique, conçue comme cela. Mais quand les oligarques européens fabriquent un système dans lequel les orientations économiques majeures dépendent du traité de Lisbonne, qui lui-même est une sorte de condensé de la théorie néolibérale, il n'y a plus de choix politique. C'est-à-dire qu'on revient à la période avant ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire un système social qui repose sur les religions ou la tradition. Et les décisions politiques sont prises au nom des dieux, du dieu ou des dieux, selon les cas, ou au nom de la tradition. Comme on a toujours fait comme ça, on continue à faire comme cela. Or, pour faire vraiment de la politique, il faut qu'il n'y ait rien au-dessus de l'État. Rien ne doit venir surplomber l'État, qui doit être totalement libre des décisions qu'il va prendre. Pas de religion, pas de tradition, pas de religion économique comme le néolibéralisme, qui est finalement un retour en arrière, puisque ça se substitue au régime théocratique. On ne peut pas choisir. Margaret Thatcher l'a parfaitement bien résumé quand elle dit « There is no alternative ». Ce que dit Tsipras de la gauche radicale. Hein, il dit ça, lui aussi. Il dit ça, j'avais un revolver sur la tempe, j'avais pas le choix, sauf qu'il n'a pas compris que c'était un revolver en plastique. C'était un pistolet à eau. Oui, oui, un pistolet à eau qu'il avait sur la tempe. On verra peut-être dans le débat pourquoi. Alors, donc, cette construction européenne, elle a pour objectif d'éliminer toute capacité du peuple à peser sur les choix stratégiques, sur les institutions, pour laisser les firmes multinationales et le marché prendre les grandes décisions. C'est la logique du partenariat transatlantique en cours de négociation. C'est la logique du partenariat transpacifique qui vient d'être signé, qui n'est pas encore ratifié, mais qui a été signé début octobre. Tout est fait pour affaiblir les États, affaiblir les souverainetés, affaiblir les parlements, mettre en place des mécanismes automatiques qui prennent les décisions comme le pilotage automatique d'un avion. Il y a des logiciels et les décisions ne sont plus prises par la délibération publique, par le débat public, par le rapport de force politique, mais par des règles qui surplombent les sociétés. C'est donc bien un système qui doit être balayé. C'est tout le système qui doit être balayé, mais pour le balayer, il faut donc engager une action de sortie unilatérale. Alors, la question de l'euro là-dedans, la question de l'euro, elle découle finalement. Il ne faut pas faire une obsession particulière de l'euro. L'euro est une conséquence de ce système. L'euro, c'est ce qui permet au capital de circuler le plus facilement possible, de se rentabiliser le mieux possible. Mais il y a des raisons, disons, politiques, théoriques, économiques pour la mise en place de l'euro, et notamment le fait que la désunion européenne, parce que ce qui marque quand même la construction européenne, c'est la persistance des désaccords politiques, parce que les pays
ont des traditions politiques qui perdurent au-delà des décennies. Il y a des pesanteurs, des traditions politiques qui font que, il n'y a pas d'accord politique sur un certain nombre de choses. Par exemple, au moment de la création de l'euro, il y avait des difficultés à trouver un accord politique pour aller au-delà de la construction européenne telle qu'elle était conçue. Et donc l'idée de la monnaie unique, une des idées sur le plan politique, c'était de contraindre les États à l'union monétaire pour espérer que cette contrainte monétaire provoque l'union politique. Ça a été écrit, il y a des bibliothèques entières qui expliquent tout cela. Mais c'est le contraire qui est arrivé. L'union monétaire a accéléré la désunion politique. On voit aujourd'hui la haine entre les Grecs et les Allemands. On voit, face par exemple à la question des réfugiés, comment les différents pays de l'Union européenne explosent. Comment des règles qui paraissaient intangibles, comme l'espace Schengen, vient de voler en éclats. Donc on observe déjà la déliquescence de ce système. Ce système ne peut pas continuer. Il va exploser. Il faut accélérer son explosion. Et l'euro, il y avait une raison économique tout à fait réelle de la recherche de la mise en place de la monnaie unique, c'est la nécessité pour les entreprises et les banques de se prémunir du risque de change. Parce qu'après l'explosion du système de Bretton Woods en 1971, système de Bretton Woods qui met en place un régime de change fixe, il y a une stabilité monétaire internationale qui est tout à fait remarquable, il n'y a pas de crise financière, et les entreprises ont un univers assez stable pour leur activité. Dès lors que le système de Bretton Woods est cassé par Nixon en 1971, on passe à un régime de change flexible. Et donc, il y a un risque de change pour les entreprises qui font du commerce international. Il fallait se prémunir, c'est tout à fait logique. Il fallait que les entreprises se protègent contre le risque de change. C'est la raison de la mise en place du serpent monétaire européen et du système monétaire européen. Ça permettait de limiter, de réduire le risque de change. La monnaie unique élimine le risque de change entre les pays de la zone euro, puisque le commerce se fait avec la même monnaie. Il n'y a plus de risque de change. Mais le risque de change demeure avec l'extérieur, évidemment. Donc il y a un motif tout à fait réel à l'euro. Mais pour terminer sur l'euro, l'euro ne pouvait pas fonctionner dès le départ. Dès le départ, un certain nombre d'économistes ont expliqué pourquoi l'euro ne pourrait pas fonctionner. Ce sont les économistes, anglo-saxons d'ailleurs, qui ont mis au point la notion de zone monétaire optimale. Zone monétaire optimale. Le mot peut-être, la formule peut paraître peut-être compliquée, mais en fait, leur travail est tout à fait relève du bon sens. Ils se sont demandé quels étaient les critères de réussite pour qu'une monnaie unique donne des résultats positifs. C'est un truc tout à fait logique. Et ils ont trouvé 5 critères qu'il faut réunir si l'on veut qu'un système de monnaie unique fonctionne. Alors, petite précision pour comprendre la différence entre monnaie unique et monnaie commune. Une monnaie unique, c'est le résultat de l'accord de différents pays qui renoncent à leur monnaie nationale pour adopter une nouvelle monnaie qu'ils se partagent et qui est unique. C'est l'euro. L'euro est une monnaie unique. Une monnaie commune, c'est très différent. Une monnaie commune est un espace dans lequel il y a des nations qui conservent leur monnaie nationale, qui conservent leur banque centrale nationale, qui conservent leur taux d'intérêt propre sur le plan national, mais qui partagent une monnaie commune pour les opérations extérieures. C'est une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie d'écriture. Il n'y a pas de billets.
ou de pièces de monnaie commune. C'est des écritures qui permettent de mutualiser en quelque sorte les opérations extérieures. Monnaie commune, c'est un projet qui est intéressant, qui n'entrave pas la souveraineté des nations. Donc sur l'euro, donc la première condition de réussite, c'est un accord politique. Évidemment, toute l'histoire économique des sociétés montre que la monnaie doit être au service de la politique. C'est-à-dire qu'une monnaie, une politique monétaire, sert un projet politique. Il faut donc, pour les pays qui veulent partager une monnaie, se mettre d'accord, en premier lieu, sur les objectifs politiques. Mais il n'y en avait pas au moment de la création de l'euro. C'est même le contraire, puisque on crée la monnaie d'abord pour créer le projet politique ensuite. Ça ne peut pas donner de résultat. Deuxième critère, les pays qui se rassemblent dans une monnaie unique doivent avoir des structures économiques proches. Les structures économiques, c'est quoi? C'est la proportion entre l'agriculture, l'industrie, les services. C'est une proximité dans le taux d'inflation, une proximité dans le niveau des salaires, une proximité dans la structure du commerce extérieur. Bon, il faut qu'il y ait de la productivité, il faut qu'il y ait une certaine proximité. Mais on a vu que on a mis dans la zone euro l'Allemagne et la Grèce. Ça ne pouvait pas marcher, l'écart était beaucoup trop grand entre les deux. Et puis il y a un troisième critère, c'est la diversification de la production. Il ne faut pas qu'il y ait des pays qui soient spécialisés trop fortement, soit sur la production agricole, ou sur des matières premières, ou sur telle activité industrielle qui devient une sorte de quasi-monopole, parce que en cas de difficulté, et comme les marchés vont s'interpénétrer, ces pays-là vont se retrouver avec des balances des paiements excessivement déficitaires, parce qu'ils ne pourront pas produire, pourront pas prendre les mesures de protection que nécessite ce déséquilibre dans la production. Ensuite, quatrième critère, c'est la mobilité des facteurs de production. Pourquoi? Un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, les travailleurs sont très mobiles, ils suivent l'emploi, ils courent après l'emploi. Quand il y a développement économique dans un État, on observe des mouvements de population, les gens quittent les États où il y a un chômage plus élevé pour aller, ils sont très mobiles. Voilà. Et donc l'idée, c'est de faire un peu la même chose avec les Européens, de les inciter à suivre l'emploi. D'accord, c'est bien gentil tout ça, mais pour que les gens acceptent de quitter leur pays pour aller travailler dans un autre pays, il y a quand même un certain nombre de conditions à réunir qui n'ont jamais été réunies. D'abord, il faut qu'on ait le même, au moins le même salaire, les mêmes conditions de travail. Il faut, si le conjoint ou la conjointe a un emploi, il faut aussi trouver un emploi pour le conjoint ou la conjointe sur place. Si on a des enfants, il faut que les enfants aient un système scolaire au moins équivalent à celui que l'on quitte. Même chose pour le système de santé, pour les services publics. Bon. Et puis pour l'habitation, si on est propriétaire de son logement et qu'on nous demande de partir parce qu'il y a du boulot à l'autre bout de l'Europe, il faut qu'on puisse vendre son logement sans moins-value, sans perte. Bon, ça n'est pas impossible à régler tout ça. Bien sûr que c'est possible à régler. Et ça n'a jamais été fait, évidemment. Donc, les gens ne sont pas mobiles, sans parler évidemment de l'obstacle de la langue. Parler le serbo-croate, bon, moi je veux bien, mais franchement, il faut vraiment avoir envie. Alors, donc, du côté du capital, c'était beaucoup plus simple, puisque le traité de Lisbonne a tout fait pour libéraliser la circulation du capital. Il a ôté toutes les entraves à la circulation du capital. Donc lui, le capital, il a circulé sans problème.
Et puis, dernier élément, c'est il faut un budget central. Comme aux États-Unis, parce que là, le modèle, donc il y a une monnaie unique, le dollar, qui s'applique sur des territoires très différents en termes de structure. Mais il y a un budget central. Chaque État fédéré a un budget, mais il y a le budget des États-Unis. Et le budget des États-Unis est très, très gros. C'est ce qui permet de compenser les écarts de production, de productivité, les différences qui existent entre les pays. Or, au niveau de l'Union européenne, le budget de l'Union européenne représente 1% du PIB de l'Union européenne. Pour que ça fonctionne, il faudrait au moins 40% du PIB. Mais dès qu'il y a discussion pour l'augmentation du budget de l'Union européenne, aucun pays ne veut mettre la main à la poche. Donc le système ne peut pas fonctionner. Il ne pouvait pas fonctionner, et donc il va s'écrouler, il va se diluer parce que ça ne peut pas marcher. Alors, pour terminer en 5 minutes, mais on pourra y revenir, sur le processus de sortie de l'Union européenne et de l'euro. La sortie de l'Union européenne, c'est très simple. Il suffit que le gouvernement qui a un mandat du peuple, bien sûr, même un référendum, bon, il y a différentes formules, peu importe. Il faut une légitimité. Peuple qui peut être obtenu par référendum ou en votant pour des partis qui se sont prononcés pendant les élections, c'est-à-dire les élections législatives et l'élection présidentielle, pour des candidats qui préconisent la sortie unilatérale de l'euro. Si on n'ajoute pas unilatéral, on ment aux gens. On leur ment. Parce que ça veut dire qu'on crée une ambiguïté. On laisse croire qu'il est possible de sortir de l'euro autrement que de manière unilatérale. Ce qui est faux. Donc, votez pour des partis, des candidats qui se prononcent pour une sortie unilatérale de l'euro. Une sortie par le fait accompli. Une politique du fait accompli. Exemple, le président qui est élu sur cette base, le dimanche soir, il annonce, lundi, on ne fait plus partie de l'Union européenne. Point barre. Voilà. C'est tout. Et l'intendance va suivre. C'est-à-dire qu'on se retire, que la France se retire de tous les comités, les bidules, les machins de l'Union européenne. On n'y va plus. On n'applique plus les directives. Alors, il y a quelques petites subtilités juridiques, évidemment, qu'il faut maîtriser. Parce que, bien sûr, le nœud juridique, le nœud coulant juridique a été mis sur la tête de la France, notamment par l'introduction d'un titre 15 dans la Constitution française après le coup d'État parlementaire qui a suivi, le non français en 2005, transformé en oui avec la ratification par le Congrès du traité de Lisbonne. Traité de Lisbonne qui est un résumé du traité constitutionnel rejeté par les Français. D'accord ? Donc, ce Congrès a mis dans la Constitution un titre 15 de l'Union européenne qui rend constitutionnelle l'appartenance de la France à l'Union européenne. Autrement dit, revendiquer la sortie de l'Union européenne, aujourd'hui, c'est non conforme à la Constitution. Bon, donc il faut éliminer ça. Il faut un référendum pour sortir le titre 15 de la Constitution française pour redevenir libre. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait tout de suite. Mais au-delà de ces aspects juridiques qu'il ne faut pas négliger, parce que, évidemment, toutes les forces conservatrices vont se jeter là-dessus, les médias, le grand patronat, les firmes multinationales vont mettre le paquet, il faut régler ce problème. Et donc, la sortie de l'Union européenne, c'est facile. Et puis, il y aura des discussions, bien entendu, il y aura des compromis sur tel ou tel aspect particulier, mais l'affaire sera réglée. Et surtout pas avec l'article 50.
La sortie de l'euro, c'est plus compliqué. Il ne faut pas croire que ce soit simple. Ça n'est pas simple. Mais c'est en discutant, en portant le débat public, qu'on va permettre à la population de démystifier le système, de comprendre les mécanismes et de voir qu'il y a un chemin pour y parvenir. Un chemin, d'ailleurs, qui sera nécessairement inattendu. On ne sait pas comment ça va se passer. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des choses incontournables à faire. Par exemple, en 10 points, je les cite juste, et après je m'arrête, et peut-être on pourra rebondir sur ces questions. La première chose à faire, à mon sens, au sens du Parti de l'émancipation du peuple, si un gouvernement est désigné sur ce mandat du peuple, sortir de l'euro, mais pas sortir de l'euro pour le plaisir de sortir de l'euro, sortir de l'euro pour résoudre les problèmes de la France. C'est pour ça qu'on sort de l'euro. C'est pas pour des raisons idéologiques. Il y a des raisons idéologiques, bien entendu, mais c'est d'abord des raisons pratiques. Si on veut régler le chômage, si on veut supprimer le chômage, il faut sortir de l'euro. On ne peut pas résoudre la question du chômage avec l'euro. L'euro, c'est une arme de destruction massive de l'emploi. Il faut éliminer l'euro si on veut résoudre la question du chômage. Alors, donc, la première chose à faire, c'est d'annuler les plans d'austérité. C'est d'annuler le plus vite possible toutes les lois qui ont installé le néolibéralisme dans tous les domaines. Libéralisation des marchés financiers, libéralisation du marché du travail, libéralisation du commerce international, etc., etc. Il faut remettre en cause toutes ces lois. Il faut annuler tout de suite les mesures contre les chômeurs, contre les retraités, contre les salariés, contre les fonctionnaires. Tout de suite, il faut annuler ça. La conséquence, c'est quoi de cette annulation des plans d'austérité? C'est une augmentation de la dette publique. Ben oui, évidemment. Et donc, la deuxième chose, mais si on ne fait pas ça, pourquoi le peuple soutiendrait un gouvernement qui a dit qu'il voulait sortir de l'euro, et qui continue peut-être à le dire, mais ça ne se traduit par rien. C'est bien ce qui s'est passé en Grèce d'ailleurs. La capitulation de Tsipras, elle est liée à ça. On y reviendra peut-être. Alors, la deuxième chose, c'est l'annulation de la dette publique. Le défaut, annoncer le défaut, parce qu'on ne peut pas, on ne doit pas payer la plus grande partie de cette dette publique. Mais bien sûr, la conséquence de l'annulation de la dette publique, c'est que les marchés financiers cesseront de prêter à la France. C'est tout à fait logique, ils ne vont pas continuer à prêter si on ne les rembourse pas. Ben, c'est justement ce qu'on attendait, parce qu'on va pouvoir réintroduire le franc pour nous doter de notre propre monnaie. Et la dette publique sera restructurée. Parce que la politique de gestion de la dette publique, quand on annule, quand on fait défaut, disons, ça ne veut pas dire qu'on ne paye plus rien à personne, ça veut dire qu'on restructure. Le défaut sur la dette publique permet d'inverser le rapport de force instantanément. C'est beau, on est en position de force quand ce sont les créanciers qui ont peur de ne pas être remboursés. On inverse le rapport de force, tout de suite. C'est ce que n'a pas compris Tsipras ou qu'il n'a pas voulu comprendre. C'est l'adage du banquier américain, vous connaissez. Si tu dois 1 000 $ à ta banque, tu es dans la merde. Si tu dois 10 millions de dollars à ta banque, c'est ta banque qui est dans la merde. Mais voilà, c'est exactement la même chose. Le débiteur, le pays endetté qui dit stop, eh bien, ce sont les créanciers qui sont emmerdés. Et donc, il faut diviser les créanciers. Il faut donner à certains et pas à d'autres. Il faut rembourser les petits porteurs, par exemple, qui n'ont aucune raison d'être sanctionnés. Il faut distinguer parmi les créanciers ceux qui ont joué un rôle négatif dans la spéculation.
Eux, il ne faut pas les rembourser. Les autres, on peut les rembourser à moitié. On peut allonger la durée de remboursement. Il y a toute une série de possibilités. Mais ceux que l'on rembourse, on les rembourse en francs. Ensuite, une fois qu'on est sorti, on va dévaluer. On va dévaluer le franc, évidemment, parce que le franc est surévalué par rapport au dollar. Et donc, on va permettre d'avoir une capacité d'exportation et une limitation de nos importations. Alors, la dévaluation, ça fait peur aux hypocrites ou à ceux qui n'y connaissent rien. Ils voient des menaces, alors que c'est un instrument classique pour rééquilibrer les balances des paiements des pays. C'est tout simple. Ensuite, on récupère la Banque centrale. Comment on fait pour financer l'État? Il n'y a plus les marchés financiers, on ne peut plus emprunter auprès d'eux. Eh bien, on va faire trois choses. Premièrement, on va faire appel à l'épargne nationale. La France est un pays dans lequel il y a beaucoup d'épargne, mais c'est une épargne qui est diluée, qui est dans des systèmes pour les personnes les plus fortunées, avec des avantages fiscaux indus. On va nettoyer un peu tout ça et on va faire appel à l'épargne nationale. Deuxièmement, on va mettre en place un système d'épargne forcée, c'est-à-dire, après la nationalisation de toutes les banques et de toutes les compagnies d'assurance, on va imposer aux banques et aux compagnies d'assurance d'acheter des volumes de titres publics toutes les semaines lors des émissions de l'État, les émissions d'obligations de l'État. C'est des choses classiques, hein. Tout ça, ça existe d'ailleurs déjà en partie, déjà aujourd'hui, en partie. On pourra peut-être y revenir. Et puis la troisième modalité de financement de l'État, financement des investissements publics, financement de la trésorerie de l'État, ce sont les avances de la Banque centrale, de la Banque de France. C'est ce que faisait la Banque de France avant. Qu'est-ce qu'elle faisait, la Banque de France? Elle pouvait prêter à l'État, elle prêtait au Trésor. Et elle prêtait au Trésor selon, disons, trois modalités. Première modalité, à des taux d'intérêt au niveau du marché. Deuxième modalité, à des taux d'intérêt zéro ou faibles. Et troisième modalité, la Banque de France accordait des avances non remboursables. Non remboursables, c'est-à-dire c'était de la création monétaire pure. Il y avait des jeux d'écriture qui faisaient que l'État, le Trésor, recevait des avances qu'il n'avait pas besoin de rembourser. Évidemment, là, il y a un problème de plafond. On ne peut pas tirer sur la corde éternellement. Pendant les guerres, les États se financent comme ça. Mais il y a un plafond. Bon, on peut 15-20%, bon, c'est pas un problème. Ça, c'est ce qui a été fait à la Libération. La reconstruction de la France s'est faite notamment par des avances remboursables et non remboursables de la Banque de France. Ensuite, contrôler les mouvements de capitaux, le mouvement d'échange évidemment, et puis non-convertibilité du franc. La sortie de l'euro, au début, ne peut réussir que si le franc n'est pas convertible. C'est-à-dire que personne ne peut acheter du franc, personne ne peut vendre du franc sans autorisation des pouvoirs publics. Ça aussi, c'est classique. Mais bien sûr, les gens se disent oh là, c'est un truc infernal, on met le doigt dans une affaire dangereuse. Pas du tout. Pas du tout. Le tourisme, les touristes qui veulent venir en France, ben, ils ont des francs, pas de problème. Ils vont à la banque, on leur donne des francs. Les touristes français qui veulent aller à l'étranger, ben, ils vont à la banque, ils ont des francs. On a connu ça, certains, compte tenu de l'âge de certains ici, quand il y avait le contrôle des changes sous les socialistes en 81, 82,
Quand on voulait aller en Angleterre, ben, on ne pouvait pas changer de l'argent comme ça, des devises. Eh bien, il y avait un quota par jour et par pays de devises. C'est-à-dire, si on voulait aller 10 jours en Angleterre, eh ben, on avait droit à X livres. D'accord? Il suffisait d'aller à la banque, de dire je vais 10 jours en Angleterre, donnez-moi des livres. Pas de problème. Le commerce international, les devises nécessaires pour l'achat des produits, mais toutes les entreprises l'obtiennent par leur banque via la banque centrale qui récupère les devises, en montrant un certificat de douane ou un devis. Il faut une pièce. Pourquoi? Pour éviter la spéculation, c'est-à-dire l'achat de devises sans motif économique. Voilà, ce sont des choses très simples. J'ajoute encore, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. J'ajoute trois choses. Un, il faut s'engager dans la suppression du chômage. Suppression du chômage par la mise en place du droit opposable à l'emploi. Pas le temps de détailler maintenant, peut-être dans la discussion. Le droit opposable à l'emploi, c'est l'État employeur en dernier ressort. Si le marché n'est pas capable de fournir un emploi à chaque citoyen qui le souhaite, l'État doit se substituer au marché. Voilà. Deuxièmement, il faut prendre des mesures protectionnistes. Parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes économiques de la France sans protectionnisme. Mais un protectionnisme qui s'inscrit dans une vision internationaliste, celle de la charte de la Havane, c'est-à-dire un système justement qui a été débattu à Bretton Woods, mais qui n'a pas vu le jour, et qui établissait des règles du commerce international intéressantes de notre point de vue, et notamment une règle principale qui est celle de l'équilibre de la balance des paiements. C'est-à-dire que le commerce international est intéressant à une condition, qu'il permette le développement des pays, qu'il permette l'emploi et qu'il permette l'équilibre de la balance commerciale, c'est-à-dire la règle « je vends autant que j'achète ». Et si il y a un déséquilibre de la balance des paiements, des mesures protectionnistes sont autorisées pour permettre de revenir à l'équilibre. Voilà le principe très intéressant que l'on peut mettre en place. Voilà, bon, je m'arrête là. 55 minutes.